Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo qui complète la correction du documentaire sur la dénazification, Mission Impossible, que vous deviez regarder personnellement chez vous. Eh bien, vous avez évidemment sur Pronote la correction en papier, en format Word, et je vais seulement faire quelques commentaires de cette correction dans cette vidéo qui vous permettra de compléter par rapport au format Word que vous avez déjà sur Pronote. Voilà donc le document. Je ne vais pas relire les questions, mais juste vous faire remarquer qu'il y avait des questions un peu sur l'esprit critique du documentaire. Il fallait vraiment, évidemment, comme chaque documentaire, comme chaque document que je vous donne, il y a un point de vue sur l'histoire et si vous pouvez la confronter avec vos connaissances personnelles ou avec des connaissances qui sont différentes, n'hésitez pas. C'est pour ça que la première question euh, était à la fois donc reprendre des informations du document, relever les informations du document, et aussi selon vous, c'est-à-dire selon votre opinion, selon vos connaissances, peut-être faire preuve d'esprit critique sur la première question. Alors, qui sont les libérateurs de Berlin? Selon vos connaissances, voilà, quels alliés, quel allié seulement a participé seul à la bataille de Berlin? Alors, d'après le documentaire, c'est vrai que c'est la première phrase du documentaire. Ce sont tous les alliés qui ont vaincu l'Allemagne. Bon, on peut dire ça. Mais les Américains ne sont jamais arrivés jusqu'à Berlin, ni les Français, ni les Anglais d'ailleurs. Ce sont seulement les soldats soviétiques qui sont battus maison par maison, immeuble par immeuble, dans Berlin, et qui ont libéré Berlin du nazisme. Donc évidemment, ce sont seulement les soldats soviétiques ou l'armée rouge ou l'URSS qui a libéré Berlin. Et dans le documentaire, c'est vrai qu'on voit que tous ont participé à égalité à cette libération. Ce n'est pas forcément vrai au niveau historique. C'est pour ça que je voulais apporter une petite précision. Ah, comment reconnaît-on les Waffen-SS? Vous les avez vus dans le reportage. C'est ça l'intérêt de ce reportage qui est fait uniquement d'images d'archives. Ça, c'est vraiment intéressant. Les commentaires sont évidemment contemporains, mais il y a les images d'archives. Et vraiment, des images d'archives qu'on a rarement vues avant. Donc, évidemment, ben là, on voit les soldats américains ou anglais ou français qui essayent de retrouver les Waffen-SS. Alors, pourquoi cette course, cette chasse aux Waffen-SS et pas aux autres soldats? Parce qu'ils sont c'est d'abord une armée idéologique, les Waffen-SS. Ce n'est pas seulement l'armée allemande. On a toujours la facilité de dire oui, les Allemands étaient nazis, l'armée allemande était une armée nazie qui était d'accord avec Hitler. C'est pas du tout le cas. Les militaires étaient là pour obéir, que ce soit dans un régime nazi ou un régime démocratique comme la République de Weimar avant. Ils n'ont pas à dire leur idée. Justement, certains se sont révoltés, certains ont essayé de tuer Hitler, des généraux très courageux de l'armée allemande qui n'étaient pas du tout nazis et qui ont essayé d'arrêter cette idéologie par les moyens qu'ils avaient. Et donc, ce sont seulement les Waffen-SS et non pas l'armée allemande qui est à l'origine dans l'idéologie nazie. Donc, pour dénazifier l'armée, il faut enlever les Waffen-SS de l'armée, qui était un corps à part de l'armée, mais qui est aussi souvent un corps aussi qui dirigeait l'armée ou qui avait infiltré l'armée. Mais encore une fois, tous les soldats allemands, et la majorité d'ailleurs, n'étaient pas nazis. Question numéro 3. Qui sont donc les nazis qui ont pu fuir l'Allemagne? Alors bien sûr, il y en a quelques-uns qui ont justement, si vous avez regardé ces bibliographies, des vies un peu de romans, hein, dont par exemple Adolf Eichmann, qui a fui en Argentine, ou Joseph Mengele, qui est parti au Brésil notamment, qui ont vécu 10, 15, 20 ans, 30 ans. Certains sont morts en Amérique latine sans être jugés. Et celui qui a été jugé, on le verra dans le documentaire, c'est Adolf Eichmann. Il a vécu 20 ans en Argentine, et puis à peu près. Et en 65, il sera jugé et tué en Israël par donc un tribunal israélien pour ses crimes durant la période nazie. Les scientifiques sont pris, qui sont bien sûr, eh bien, ont une solution, eux. Ils ont quelque chose à monnayer par rapport aux vainqueurs pour effacer leur crime, entre guillemets, vous voyez. Hein, parce que le crime va être effacé très facilement, on va même fermer les yeux sur le crime. Comme le scientifique Van Braun, qui est spécialiste des missiles V1, V2, des missiles qui sont à propulsion atomique,
Donc, en même temps, les États-Unis, en 44-45, sont en plein dans la fabrication d'une bombe atomique. Eh bien, ils ont besoin de ces ingénieurs pour continuer leur programme et ils vont les intégrer très facilement. Van Braun a travaillé pour les Américains et développé la bombe atomique pour les Américains. Et bien, donc, eh bien, la seule façon, c'est évidemment de travailler pour l'ennemi. C'est un peu évidemment cynique, on pourrait dire ça. Hein. Les scientifiques n'ont-ils pas de conscience, n'ont-ils pas d'idéologie? Apparemment, certains non, hein, qui peuvent travailler indépendamment ou indifféremment pour les nazis ou pour l'armée américaine. Question numéro 5. Les Alliés pensent-ils que les Allemands sont tous des nazis? Eh bien oui, oui. En tout cas, parce qu'ils ont été pendant 15 ans, hein, de 1933, c'est un peu moins de 15 ans, mais 1933 à 1945, c'est-à-dire 12 ans, ils ont été victimes de la propagande nazie, donc tous sont de proche ou de loin des nazis pour les Alliés. Donc, quelles activités les Alliés proposent-ils pour montrer l'horreur du nazisme aux Allemands? Parce que certains pourraient dire « Ah ben nous, on ne savait pas, nous, on ne connaissait pas, ben, nous, la politique, on ne sait pas. » Ça pourrait être une excuse, disons, recevable de la part du peuple allemand. Eh bien, pour leur montrer qu'ils ne pourront jamais plus savoir, ils leur font visiter des camps d'extermination, notamment dans le reportage, le camp de Buchenwald, un des seuls d'ailleurs qui était en Allemagne, hein, puisque les autres sont en Pologne, c'est plus difficile pour les Allemands d'aller visiter Auschwitz ou Birkenau, qui sont dans l'actuelle Pologne, enfin en 45 qui sont dans l'actuelle Pologne, donc évidemment pas accessibles aux Allemands. Mais on fait visiter les camps d'extermination allemands, notamment Buchenwald, ou les camps de concentration, où on voit l'horreur nazie dans toute sa splendeur. Question numéro 7. Quel dirigeant a son portrait dans Berlin occupé? Ben oui, vous avez reconnu, j'espère, Oncle Joe. Joseph Staline, le chef, le dirigeant de l'URSS. Oui, c'est normal, je ne sais pas, c'est le début peut-être de la propagande, c'est aussi symbolique, c'est pour ça que je vais poser la question, symbolique de mettre Staline dans Berlin, le portrait, ça peut peut-être imposer, ça peut dire que Staline est chez lui à Berlin et qu'il va imposer son culte de la personnalité avec ses portraits comme il a fait en URSS et imposer bien sûr évidemment son régime politique à toute l'Allemagne, enfin en tout cas à l'Allemagne occupée par l'URSS. C'est aussi symbolique et c'est vrai que ça va s'avérer cette solution-là qui va être opérée par Oncle Joe. Où et quand se déroule la conférence pour la paix en Allemagne? Quels sont les souhaits souvent contradictoires des Alliés? Alors, ça se déroule à Potsdam, une petite ville thermale, oui, à côté de Berlin. Il y a encore des hôtels debout, hein, ils n'ont pas été bombardés. Donc, pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France n'est pas conviée. Il faut remettre la démocratie en Allemagne, donc à l'image des États-Unis ou le Royaume-Uni, ça doit être des démocraties parlementaires. Et puis, l'URSS, évidemment, veut mettre son régime politique, on en parlait tout à l'heure avec la question numéro 7, il veut imposer son régime communiste totalitaire. Bien sûr, ce sont deux visions très différentes, contradictoires, qui s'opposent pour la suite de l'Allemagne et de la reconfiguration politique de cette Allemagne-là. Alors justement, en Allemagne occupée par l'URSS, l'Allemagne de l'Est, comment est dénazifiée la population locale? Eh bien, il n'y a pas de véritable dénazification. Il y a seulement des cérémonies populaires, comme on sait en faire dans les régimes totalitaires. Hein. Alors, exemple, les autodafés. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que les nazis ont procédé à ces mêmes cérémonies populaires d'autodafé, c'est-à-dire le fait de brûler des livres qui étaient anti-nazis. Hein. Bon. Eh bien, les communistes vont continuer à pratiquer cette cérémonie populaire, une façon peut-être d'expier ses péchés par le feu et de l'expier en public. C'est important que tout le monde voit que nous ne sommes pas nazis ou que nous ne sommes pas parce que nous avons contribué à cette cérémonie, nous avons partagé cette cérémonie ensemble. C'est peut-être une idée comme cela. Et bien sûr, on lutte aussi contre les capitalistes, hein, les grands bourgeois qui ont aidé, en vérité ou non, mais qui ont aidé Hitler à arriver au pouvoir ou à se maintenir au pouvoir. Et bien sûr, il y a des procès staliniens, c'est-à-dire des procès qui n'ont aucune garantie de justice, hein, qui se mettent en place et on va accuser tel ou tel sans preuve et peut-être on va le condamner évidemment sans preuve. Alors, de l'autre côté, l'Allemagne est occupée par les trois autres puissances, que sont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Eh bien, il y a une nouvelle loi, on va essayer de faire ça légalement, hein, dans l'égalité des démocraties occidentales, une nouvelle loi pour condamner le comportement des élèves
selon le degré d'adhésion au nazisme des Allemands. Des Allemands au degré de nazisme, voilà. Évidemment, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'un degré de nazisme? Est-ce qu'on est plus, est-ce qu'un nazi à 100%? Qu'est-ce que c'est qu'un nazi à 100%? Qu'est-ce que c'est qu'un nazi à 90%? Qu'est-ce que c'est qu'un nazi à 50%? Bon, c'est évident, très très difficile. Il va y avoir des critères. Est-ce qu'on a travaillé pour les nazis? Est-ce qu'on a été fonctionnaire? Est-ce qu'on a travaillé dans des camps? Bon. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de procéder, de différencier le bon grain de l'ivraie. Une vieille expression religieuse, hein, différencier les bonnes choses des mauvaises choses dans le peuple allemand. Ce n'est pas évident après les 12 ans de nazisme. Alors justement, comment les Allemands vont-ils être jugés? Combien d'Allemands vont-ils être jugés? Il y a 13 millions d'Allemands à juger, évidemment, qui ont participé plus ou moins à ce régime-là. Eh bien, ça fait énormément, hein, 13 millions de personnes à juger. Donc, évidemment, on décide d'alléger et en présentant seulement une déclaration sur l'honneur, c'est-à-dire dire oui, non, j'étais nazi ou non. Donc, eh bien, on pourra être blanchi et avoir un certificat pour dire qu'on n'a pas participé à ce régime-là et on pourra donc trouver du travail, s'intégrer dans la société et avoir la tête haute, dire je n'ai pas participé à ce régime-là. Évidemment, ce papier ou cette façon de faire est un peu rapide et peut-être pas vraiment efficace. C'est pour ça que vous avez vu, il y a une caricature mise en image qui rappelle un peu la moquerie que l'on peut, même les doutes que l'on peut avoir sur le fait que ce soit vraiment des gens qui soient sans rapport avec le nazisme et qui disent non, je n'ai pas été un nazi et on n'a pas de moyen de le vérifier et on peut douter que certains ne le soient pas. Alors quand même, il y a un procès qui est retentissant et qui est en plein dans notre cours d'histoire, c'est le procès de Nuremberg, hein, parce que les accusés sont des gens connus, ce sont des chefs du nazisme, Göring, Speer, tous ces gens-là, on les connaît, Rudolf Hess, tous ces personnes-là sont connus, étaient des ministres d'Hitler sous son gouvernement ou étaient des conseillers d'Hitler très connus à l'époque. Donc évidemment, c'est un procès qui est très médiatique, on dirait aujourd'hui, puisqu'il y a déjà les caméras, il y aura des caméras, le procès sera filmé pour l'histoire et pour les médias aussi. Donc c'est pour ça que ceux-là ont été presque tous condamnés, alors très durement, à la peine de mort, hein, ou à la prison à vie. Beaucoup. Alors, mais cette dénazification à l'Ouest est un peu effacée par ce qui va se passer, par des nouveaux changements, des nouvelles tensions entre les alliés, notamment bien sûr entre l'URSS et ses autres alliés. Ça va se métamorphoser, ça va se symboliser par le blocus de Berlin en 1948, on y reviendra, on va regarder les documents dans le cours évidemment. Et donc les Allemands deviennent des victimes du régime stalinien, en tout cas les Allemands de Berlin deviennent des victimes du régime stalinien plutôt que des coupables du régime nazi. À l'Ouest, alors, on dit l'argent de l'oncle Sam, à quel événement, nom et date, fait référence à cette expression? Alors, j'espère que vous avez trouvé. Très peu me l'ont dit. C'est dommage parce que l'argent de l'oncle Sam, alors oncle Sam, évidemment, c'est le symbole de l'Amérique. Donc, l'Amérique donne de l'argent à l'Allemagne, oui, mais pas qu'à l'Allemagne. C'est le plan Marshall en 1948. C'est 12 milliards de dollars de dons aux pays européens, dont l'Allemagne, pour se reconstruire. Hein, le fameux plan Marshall qui va être mis en place en 1948. Ça permet donc de reconstruire l'Allemagne occupée par les trois alliés. La partie occupée par l'URSS refuse le plan Marshall, encore une fois, une source de tension entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui va aboutir évidemment à une situation de guerre froide dès 1948 d'ailleurs. Alors, c'est Konrad Adenauer, hein, vous avez pas mal d'images d'archives dans le documentaire qui le montre. Hein. C'est du Parti démocrate libéral, hein, qui deviendra le Parti chrétien-démocrate hein, par la suite, le CDU, qui existe encore, hein, qui est le parti d'Angela Merkel. C'est un des partis qui est resté le plus longtemps au pouvoir en Allemagne de l'Ouest et aujourd'hui dans l'Allemagne réunifiée. Alors, Konrad Adenauer, c'est un anti-nazi, hein, il n'y a pas de problème dans son parcours. Il a toujours lutté contre Hitler dès les années 30. Et il propose quand même justement la paix entre les Allemands anti-nazis et les autres, c'est-à-dire la fin de la dénazification. On va faire du passé table rase, on va dire. Hein. On va arrêter de faire travailler le passé qui peut-être est une source de division
pour notre pays. Donc, reconstruisons le pays sans se demander si son voisin était nazi ou non. Et ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, il faut reconstruire le pays. Et bien sûr, c'est ce qui se passe. Hein. Les Allemands préfèrent oublier cela. Hein. L'intendant suit. Alors, l'intendant, c'est tout ce qui s'occupe. C'était une expression napoléonienne hein, qui disait que. Alors, l'intendant, c'est tout ce qui est cuisine, les hôpitaux, les premiers secours dans l'armée, hein, qui suit après la bataille, hein, qui sont derrière. Ils suivent le général d'armée Konrad Adenauer qui dit allez à la bataille, et tous en rang derrière, organisés, vont reconstruire le pays. D'ailleurs, il va y avoir des résultats très, très probants. L'Allemagne va être, et toujours évidemment, un des pays les plus riches de la planète encore aujourd'hui. Voilà. En Allemagne de l'Ouest, les fonctionnaires nazis sont-ils chassés du pouvoir? Ben non, c'est évidemment. Si on fait une amnistie générale et qu'on dit, bon, ben écoutez, on arrête et tout le monde va au travail, évidemment, ils ne sont pas du tout chassés. Ils constituent presque 80% du personnel qui travaillait déjà pour les nazis, en tout cas ceux qui ont plus de 30-40 ans. Comment sont présentés ceux qui fuient à l'Ouest pour échapper aux communistes? Alors, pour les anciens nazis, alors, ils sont présentés comme des nazis. Hein. Dans le documentaire, il y a marqué les rebuts. Les rebuts, c'est-à-dire c'est la poubelle, hein, les rebuts du régime nazi, vraiment, qui rejoignent l'Ouest. Alors, ce n'est pas forcément vrai. Hein. C'est peut-être des gens qui sont anticommunistes et qui étaient aussi anti-nazis. Hein. Mais la propagande montre que c'était les anciens nazis. C'est plus facile de les considérer comme cela que de remettre en cause la politique actuelle du pays. Conséquence, évidemment, la construction du mur de Berlin en 1961, nous y reviendrons dans le cours, évidemment. Alors, un autre procès moins connu que Nuremberg, mais quelques années plus tard, c'est le procès d'Auschwitz, bien sûr moins connu parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des grands chefs politiques de l'époque, qui sont plutôt des techniciens, mais qui ont quand même leur responsabilité dans le fonctionnement de la machine de guerre allemande et la machine de mort allemande, qui a été perpétrée à Auschwitz. Alors, la plupart sont condamnés, hein, 17 sur 20 sont condamnés, mais une idée de ce procès-là, c'est à partir de ce procès-là que les crimes pour génocide, les crimes contre l'humanité, évidemment, sont imprescriptibles. Qu'est-ce que ça veut dire imprescriptible? Ça veut dire que, quelle que soit l'année, on peut être accusé. Les crimes de guerre avaient une validité de 20 ans, c'est-à-dire que 20 ans après la guerre, on ne pouvait pas, si on ne vous avait pas accusé, mis en examen, mis en procès avant 20 ans, eh bien, vous étiez absous, vous étiez innocenté de tout ce que vous aviez fait. On ne pouvait pas vous poursuivre. Et là, maintenant, non, on peut poursuivre. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a des centenaires, des gens qui étaient secrétaires à Auschwitz ou des gens qui étaient gardiens seulement de camps d'extermination qui sont poursuivis encore aujourd'hui parce que, à partir de ce procès d'Auschwitz, dans les années 60, eh bien, on a mis en place au niveau international des lois qui rendent ces crimes imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on peut, tant que les personnes ne sont pas mortes, eh bien, on peut les poursuivre et les mettre en procès pour les faits qui remontent peut-être à 20, 30, 40, 50 ans. Que signifie le geste de Willy Brandt en 70? Aussi encore une photo, une image très, très importante, c'est qu'en fait, enfin, l'Allemagne, mais pas que seulement l'Allemagne nazie, puisque Willy Brandt n'est pas un nazi, mais c'est la reconnaissance que l'Allemagne entière, hein, tous les Allemands, ont participé, ou en tout cas ont eu une responsabilité dans l'incendie du ghetto de Varsovie et donc en particulier dans l'extermination des Juifs, dans la politique d'extermination des Juifs menée par Hitler depuis 1942. Donc l'incendie du ghetto de Varsovie était un des points. Les autres points, évidemment, c'est la Shoah par balle et les camps d'extermination. Dans les années 70, une nouvelle dénazification apparaît. Comment la nomme-t-on? Alors, c'est la chasse aux sorcières. Là, c'est la chasse aux nazis plutôt, pas la sorcière, mais chasse aux nazis, c'est autre chose, chasse aux sorcières. Donc, c'est une façon un peu, disons, un peu plus médiatique, un peu plus violente, un peu moins légale aussi, de chercher les nazis et d'essayer de les retrouver. Alors, il y a Simon Wiesenthal qui fait une liste des nazis qui sont encore en liberté, peut-être en Amérique du Sud ou peut-être même à l'intérieur de l'Allemagne, et qui doivent être jugés. Et à partir de là, eh bien, certaines personnes, donc indépendamment de la loi, hein, c'est pour ça que ça peut être légalement condamnable, moralement je ne sais pas, mais légalement condamnable. C'était par exemple le couple Karsfeld qui était un des piliers de ce groupe Simon Wiesenthal, hein, et qui a permis de juger et de mettre en prison certains nazis qui étaient tout à fait libres en Allemagne ou en Amérique du Sud. Voilà.
Cette façon de faire, évidemment, comme je vous dis, qui n'est pas légale, peut avoir des dérives criminelles. Évidemment, on peut en faire sa justice soi-même. C'est ce que font les partisans de la bande Abadère, un groupe de groupuscule d'extrême gauche, qui va enlever un ancien nazi, qui est aussi le patron patron du syndicat qui est le chef des syndicats des patrons, justement. Donc, à la fois dans cette idéologie d'extrême gauche, nazi et capitaliste sont le versant la même horreur, en fait. Donc, et ce Schleyer va être assassiné en 1977 par la bande Abadère de manière voilà, assez médiatique aussi. C'est une façon d'éliminer les nazis, mais est-ce que c'est une façon légale? Non. De façon morale, je ne sais pas non plus. Mais c'était en fait respecter une idéologie de œil pour œil, dent pour dent. En fait, c'est une vengeance un peu primaire pour cela. Voilà. Bon, j'espère que le commentaire d'agression vous a plu. Lisez, vous a plu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous a servi pour le cours. Hein. Et donc, relisez évidemment le document que je vous ai donné sur Pronote, c'est celui-ci. Et je vous dis à bientôt pour les prochains cours. Merci beaucoup.